Vous avez ici listé un certain nombre de diagnostics différentiels à savoir évoquer en cas de suspicion de vascularite. Et donc c'est, comme on l'a vu, donc, des vascularites notamment secondaires, donc secondaires au lupus systémique ou à la polyarthrite rhumatoïde, pas très fréquents, aux infections un peu plus fréquents, notamment aux endocardites infectieuses. Les médicaments, ce que vous allez toujours rechercher, c'est savoir est-ce qu'en fait il n'y a pas de la iatrogénie dans le tableau que présente le malade, quelle que soit une vascularite, une lésion cutanée, quelle qu'elle soit, toujours se poser la question de la iatrogénie. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un médicament qui peut expliquer tout ça? Les hémopathies et cancers solides, grand pourvoyeur de plein de choses, syndrome paranéoplasique, de vascularite secondaire. Et puis les toxiques, grand classique, la cocaïne, avec en fait la cocaïne qui est surtout coupée, qui va être coupée avec du lévamisole. Et ce lévamisole a été identifié comme étant le facteur déclenchant des vascularites à ANCA chez les malades consommateurs de cocaïne. Et donc, il faut savoir poser la question aux patients, est-ce qu'ils consomment de la cocaïne? Et puis, savoir si vous avez un doute, faire le dosage de cocaïne dans les urines, en tout cas la détection de cocaïne dans les urines. C'est essentiel, puisque si le patient n'arrête pas son intoxication, eh bien, il ne va pas guérir, tout simplement. Donc, c'est essentiel de faire le diagnostic, d'identifier la consommation ou non de toxiques. Vous avez d'autres ici différentiels, et donc les cancers bronchiques, cancer du poumon est un grand pourvoyeur donc, de vascularite secondaire, et puis c'est un pourvoyeur de nodules pulmonaires, c'est déjà une masse pulmonaire en soi, et vous savez que le premier site de métastase du poumon, c'est le poumon. Et donc, il peut y avoir des nodules pulmonaires, et donc c'est là que votre caractère excavé de nodules troués va faire la différence. L'atteinte neurologique, bien sûr, se méfier du classique diabète avec normalement la polyneuropathie, mais en fait, il peut aussi avoir des mononévrites ou de la mononévrite multiple. Et donc, il faut se méfier chez un malade qui est diabétique. Les autres causes de glomérulopathie, vous l'avez vu en néphrologie. Et donc, savoir les évoquer devant un tableau atypique, ou en tout cas, savoir les évoquer chez un patient qui ne remplit pas forcément tous les critères de vascularite ou qui a une atteinte rénale isolée. L'endocardite, grand pourvoyeur de manifestations cliniques secondaires, de vascularite secondaire, d'atteinte rénale, d'atteinte neurologique, d'atteinte cutanée, tout ça vous l'avez vu dans le cours sur l'endocardite, le purpura janoei, donc c'est l'érythème palmoplantaire, les hémorragies en flamèche. Tout ça sont en fait des manifestations vasculaires. Et donc, l'endocardite doit être recherché, fait partie donc de la biologie, c'est-à-dire donc, un patient fébrile, un patient avec une manifestation vasculaire, il doit avoir des hémocultures. Il doit avoir des hémocultures afin de rechercher cette endocardite. Bien sûr, si hémoculture positive, une recherche à l'échocardiographie. Et puis vous avez donc la mise en évidence d'un syndrome inflammatoire biologique qui sera dans 100% des cas, donc les vascularites présents à des niveaux variables. L'hyperéosinophilie, vascularite éosinophilique avec granulomatose, donc la GEPA. Mais il peut y avoir une petite hyperéosinophilie, 700, 800, 1 giga, dans les granulomatoses avec polyangéite, donc c'est-à-dire l'ex-maladie de Wegener. Donc il faut savoir, en tout cas, ne pas rejeter un diagnostic de GPA parce qu'il y a une petite éosinophilie et conclure un diagnostic de GEPA. Les sérologies virales sont les sérologies classiques que vous allez faire dans tous les cas. Et puis vous avez d'autres bilans un peu plus ciblés, notamment les ANCA. Et puis la cryoglobuline qui, comme il a été dit auparavant, se recherche le matin à jeun, une fois par jour, pendant 3 jours, avec un transport qui est adapté du malade jusqu'au labo à 37 degrés, puisque en dessous de 37, ça précipite, et donc le risque c'est d'avoir un faux négatif de votre cryoglobuline.
le facteur rhumatoïde qui peut vous aider d'ailleurs un peu pour la cryoglobulinémie, et puis les anti-CCP, notamment pour la polyarthrite rhumatoïde, et savoir est-ce que finalement ce ne serait pas une vascularite qui serait secondaire à une polyarthrite rhumatoïde. Les anticorps anticytoplasmes et polynucléaires, donc vos ANCA. Donc, sur le dépistage classique, il va y avoir une fluorescence de vos polynucléaires, et puis en fait on va aller faire secondairement donc, un test ELISA spécifique, à savoir si c'est du P en K ou si c'est du C en K, MPO, PR3. La cryoglobuline est distinguée en 3 types. Le type 1 avec une immunoglobuline monoclonale qui est le plus souvent totalement liée aux hémopathies. Donc d'avoir une cryo de type 1, la première étiologie qui vient en tête, c'est une anomalie, c'est une hémopathie lymphoïde avec un clone lymphocytaire qui crache son immunoglobuline. La cryoglobuline mixte, c'est-à-dire qu'il y a un composant monoclonal avec un composant polyclonal qui va nous faire évoquer notamment, qui peut nous faire évoquer les maladies auto-immunes, avec aussi le type 3, avec uniquement des immunoglobulines polyclonales qui se voient volontiers dans le syndrome de Gougerot et qui, dans tous les cas, en fait, peuvent induire une vascularite. Il est vrai que sans manifestation clinique associée, ça va être essentiellement la cryoglobuline de type 1. Mais en fait, un patient qui a un Gougerot, qui a un lupus, qui a une polyarthrite connue d'avant, elle peut tout à fait avoir une cryoglobuline qui va aller flamber et être responsable de la vascularite. Les examens complémentaires, on les a déjà vus, il faut aller avoir la preuve. Dans tous les cas, c'est comme ça. Il faut l'histologie, il faut l'anapathe. Et donc, il faut aller biopsier du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est la peau, ça se fait au lit, une anesthésie locale, on fait un punch diagnostic, et puis pansement, anapathe. Biopsie rénale, c'est déjà un peu plus compliqué. Il faut que le malade descende, soit vu par le néphrologue, qu'il aille en radiologie. Il est mis sur le ventre, l'anesthésie, c'est une autre préparation, ce sont d'autres risques. Donc c'est toujours du plus simple au plus compliqué. Mais en tout cas, il faut, comme dans la sarcoïdose, comme les autres maladies, aller traquer votre histologie caractéristique, votre anapathe qui va aller signer votre diagnostic. Les principes de la prise en charge sont des items de rang B. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ces maladies sont de médiation auto-immune et qu'il faut aller mettre un traitement qui va aller contrer cette part auto-immune. Le premier traitement, c'est la cortisone, c'est la corticothérapie, que quelle que soit l'étiologie de la maladie, de cette vascularité auto-immune, le patient va recevoir, sauf grande contre-indication. Mais il y en a très peu. Et puis en fait, vous aurez aussi les immunosuppresseurs ou les immunomodulateurs qui peuvent être mis soit d'emblée, votre malade est très grave, ou il a une maladie qui est identifiée comme grave, et donc on sait que cette pathologie va rechuter, on sait qu'elle est à risque, qu'elle a un pronostic vital important, majeur, même si votre patient devant vous ne présente pas les caractéristiques. Et donc, on va lui mettre d'emblée un immunosuppresseur en plus de sa corticothérapie. C'est le cas notamment de la granulomatose avec polyangéite de forme systémique qui va dans tous les cas devoir bénéficier d'un traitement immunosuppresseur en plus d'une corticothérapie. Les immunosuppresseurs sont listés ici, vous pourrez le voir, avec le cyclophosphamide, l'endoxan ou le méthotrexate. Et enfin, d'autres traitements, les biothérapies, notamment le rituximab, qui est un anticorps anti-CD20, et donc qui va aller cibler le lymphocyte B, celui qui va donc produire l'anticorps. Le pronostic est catastrophique. Le patient, si la maladie n'est pas reconnue, pas traitée,
et donc va conduire au décès du malade. Et donc c'est là que c'est important d'avoir une sémiologie fine, tant sur le plan clinique que sur le plan biologique, que sur le plan radiologique. Et c'est l'association de ces sémiologies entre elles qui va vous permettre de poser le diagnostic en plus de l'anatomopathologie. L'anatomopathologie ne va pas venir forcément tout de suite. C'est-à-dire que vous allez faire votre biopsie, vous n'aurez pas les résultats demain. Et donc, c'est en fait tous les éléments préalables, la clinique, la biologie, la radiologie, qui vont vous faire dire que votre malade a une vascularite, vont vous faire dire que votre malade est grave et vont finalement peut-être vous amener, souvent même, à aller traiter en urgence le patient sans avoir la preuve histologique. Mais il faut toujours la traquer, toujours la rechercher. Voilà, c'est fini. J'espère que j'ai pu bien vous expliquer les problématiques des vascularites systémiques et que vous avez bien compris le caractère majeur de la classification du calibre gros vaisseau, moyen vaisseau, petit vaisseau, le caractère systémique qui revêt en fait de la distribution des vaisseaux, puisque les vaisseaux on en a partout. La gravité avec l'atteinte pulmonaire, l'atteinte cardiaque, l'atteinte rénale, et puis les principes qui sont donc, de traitement qui reposent sur la corticothérapie associée à un immunosuppresseur. Voilà, au revoir.